Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Zoé Genot. Bonjour. Vous êtes chef de groupe au Parlement bruxellois pour Écolo. Est-ce que la copie du gouvernement de Rudy Verwoerd en matière de mobilité est une bonne copie? Elle est assez vague à l'heure actuelle et on prévoit une très grosse enveloppe pour le métro, mais ça, on s'en doutait déjà pour les tunnels, parce que aux discussions budgétaires précédentes, M. Van Engel m'avait fait vraiment peur, parce qu'il disait le refinancement, où est-ce qu'il est passé, Mme Genot? Écoutez, 500 millions par ici, 500 millions par là, rien que pour la station Constitution, donc c'est une station où on voudrait enterrer les trams, etc., entre Lemonnier et Gare du Midi, 500 millions, 1 milliard pour la station Constitution. On est face à pas tout à fait cette voie-là, Guy Van Engel, mais oui, non, peut-être pas tout. Oui, je suis pas. Oui. Mais ce qui était vraiment inquiétant, c'est de dire le refinancement va partir rien qu'avec le métro et les tunnels. Donc cette fameuse liaison nord vers Evere, Bordel, donc cette station qui vont traverser Schaerbeek. Ouais. Donc en effet, il y a un problème sur Schaerbeek parce qu'à l'heure actuelle, les lignes actuelles sont complètement saturées. Donc on ne peut pas continuer comme c'est. Mais est-ce qu'on a vraiment bien étudié toutes les alternatives? Parce que là, on nous propose en plus un métro avec des choix technologiques qui sont remis en cause par beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'un métro à 40 mètres de profondeur, c'est-à-dire un peu comme Botanique, un premier escalator, un deuxième, un troisième, c'est vraiment ce dont on a besoin à cet endroit-là. C'est en plus des choix pour dans 15 ans. Et nous, ce qui nous inquiète vraiment avec le... On parle des premiers travaux en 2018 quand même, et d'un métro qui sera opérationnel pour 2023. Oui. Ça vous fait sourire. C'est la théorie, parce que déjà maintenant, la STIB elle-même dit l'enveloppe est tout à fait sous-estimée. Pour toute une série de choix technologiques, on n'est pas tout à fait sûr. On a juste commencé les forages pour l'instant. Oui, donc on n'en est nulle part. Et nous, ce qui nous embête, c'est que quelle solution pour aujourd'hui et pour demain? On a besoin de plus de transports en commun, des trams, des bus, etc., qui arrivent plus avec des meilleures fréquences, plus de sites propres pour qu'ils ne soient pas englués dans les transports, etc. Et ça... Ouais, il y a quand même un plan bus qui a été présenté hier par Pascal Smet, qui sera soumis à enquête publique. Il y a quand même des lignes de tram qui vont être prolongées. C'est ça. Et on sait que sur le métro, vous parlez du métro Nord, mais il n'y a pas que ça. Même s'il n'y aura pas d'automatisation du métro, on va quand même travailler sur la fréquence, ramener la fréquence à 2 minutes par entre deux rames. Ça va quand même dans le bon sens ou pas? Tout à fait. Donc plus de fréquence. L'automatisation, c'était ça normalement. C'était arriver à avoir un métro toutes les minutes 30 et on le voit à l'heure de pointe, ce serait nécessaire. Moi, il m'est déjà arrivé avec ma fille. C'est ce qui se passe à Paris. De ne pas pouvoir rentrer dans le métro à l'heure de pointe parce qu'avec un enfant, vous ne prenez pas le risque d'être complètement compressé. Donc ça, c'est inadmissible et il faut améliorer ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on regrette qu'on abandonne l'automatisation. Et c'est de nouveau, en plus, ça témoigne bien, là, c'était un choix pour demain, au profit de choix pour après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, on laisse tomber quelque chose qui était faisable rapidement, toutes les études avaient été menées, et ça nous embête. Qu'on prolonge une série de lignes, ça nous paraît une bonne chose. Mais attention, par exemple, il y a des lignes transversales qui partent, par exemple, de Uccle à Oudergem, et qui sont déjà complètement engluées. Les gens doivent souvent attendre 20-25 minutes que leur bus arrive. Les prolonger sans faire de site propre, sans facilité, ça veut dire les engluer encore plus longtemps. Et donc, ça veut dire que les gens captifs, parce qu'il n'y a pas d'autres lignes qui passent à ces endroits-là, vont rester coincés encore plus longtemps. Et ça nous inquiète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que, effectivement, les gens aient plus de fréquences, plus rapides et des bus moins englués. On voit le signal du 71. Oui, mais 5 milliards d'euros, c'est quand même déjà une belle somme. Ça veut dire qu'on va investir 500 millions l'an prochain dans le transport en commun. On va doubler la somme. 5 milliards d'euros, c'est une très belle somme. Ouais. La difficulté, c'est que si la majorité de cette enveloppe, et on ne voit pas à l'heure actuelle, on n'a pas réussi à obtenir au Parlement de réponse claire sur combien pour dans 15 ans et combien pour demain. Donc ça fait partie des questions que vous allez poser à Guy Van Engel et à Pascal Smet, respectivement ministre du Budget et des Transports. Et qu'on a déjà posé vendredi passé en disant il y a une étude de la STIB qui dit ça va coûter beaucoup plus cher ce métro, on veut cette étude et on nous refuse l'accès à cette étude. Et là, franchement, c'est toujours inquiétant. Quand il n'y a pas la transparence, on se dit qu'est-ce qu'on cache. Est-ce que vous ne râlez pas pour le plaisir, alors qu'il y a des grands projets qui sont annoncés et que cette station de métro, c'est quand même pas rien et ça fait quand même des années qu'on les attend? Oui, on voudrait en effet voir la situation se décrocher. Mais là, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que dans toutes les villes du monde, on dit qu'il faut arrêter les grands projets d'infrastructure. Donc le métro, ce n'est pas nécessaire? Métro Nord, en effet, là, on voit que les lignes sont vraiment saturées. Ça peut être nécessaire, mais à l'heure actuelle, les solutions techniques proposées ne paraissent pas totalement convaincantes. Et donc, on le voit, ce n'est pas pour demain. Là, on a vraiment besoin de solutions pour demain. Tous ceux qui prennent les transports en commun vous le diront, on est serré comme des sardines, on attend trop longtemps, on a, pour toute une série de lignes transversales entre quartiers, on n'est pas outillé et on a l'impression, avec le plan bus qui nous est proposé, qu'on revient... On remet plus sur les grands axes, mais que dans les transversales, et c'est ça vraiment le manque à Bruxelles à l'heure actuelle, qui fait que c'est difficile de se passer de voiture, ça ne roule pas. Il fallait un tram pour le 71 ?
Mais il fallait... qu'est-ce qui se passe sur le 71 ? On a 18 000 personnes par jour qui prennent des bus complètement englués dans le trafic. À l'heure actuelle, il n'est pas rare de devoir laisser passer un 71 parce que vous ne savez pas monter dedans, il est trop rempli. À d'autres moments de la journée, comme ils ont été coincés dans les embouteillages, vous avez 3 71 qui suivent. On a besoin, sur cette ligne-là, d'une bonne cadence, de plus grande contenance. Donc un tram. Un tram. Ou Pascal Smet a raison d'y renoncer puisqu'il y avait une opposition locale. Mais Pascal Smet, c'est une véritable girouette. C'est lui qui a amené le Parlement bruxellois il y a 10 ans dans les villes de l'étranger pour montrer comme les commerçants, à terme, étaient contents d'avoir des trams et d'avoir des beaux espaces publics. Ensuite, on a Rudy Verwoerd qui dit, la législature passée, le tram 71, c'est décidé, on n'y reviendra plus. Et une fois de plus, et c'est ça qui est insupportable en région bruxelloise, c'est on parle pour des projets pendant 15 ans, puis ensuite on les rechange, et puis il ne se passe rien. Ouais, mais est-ce qu'on peut imposer un projet de tram alors que la commune est contre, que les riverains semblent en partie contre et que les commerçants sont contre ? Mais je pense qu'il faut répondre aux inquiétudes des riverains et des commerçants. Donc les commerçants, qu'est-ce qui se passe ? On le voit, le haut de la ville, le tronçon chaussée d'Ixelles est de moins en moins fréquenté. Mais ce n'est pas très agréable de se balader là. Donc ils ont le droit qu'on les rassure, qu'on dise on va mener ce chantier proprement, rapidement, parce que je comprends qu'ils n'aient pas envie d'être englués dans des travaux, et vous faire des beaux espaces publics. Les habitants, ils ont peur de quoi ? C'était un piétonnier avec un tram au milieu, c'est ça l'idée ? Ben oui, je pense que c'est ça qu'on a besoin pour ces commerces-là, parce que c'est une chouette artère commerciale. Il aurait fallu l'imposer à la commune d'Ixelles d'être valorisée. Je ne comprends pas comment la commune d'Ixelles peut voir aussi court terme. Ils regardent élection 2018, au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour que Ixelles vive bien, pour qu'il y ait de la qualité de vie pour les Ixellois. Ouais. Les habitants, ils ont peur des vibrations. Et je les comprends. Mais quand on voit maintenant, les trams, c'est plus les trams à l'ancienne. Il y a moyen, techniquement, de mettre toute une série de systèmes d'amortissement. Il y a moyen de mettre des nouveaux trams qui sont beaucoup moins, qui provoquent beaucoup moins de vibrations. Ils ont le droit d'exiger ça. Alors, une dernière question sur les transports en commun. Si la STIB ne fait pas l'acquisition de bus électriques, ce sera une défaite pour l'environnement ? Mais ce qui est une défaite pour l'environnement, c'est de dire... on va essayer de faire des bus électriques en sachant que dans toute une série de villes, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, c'est pas encore totalement au point. Il y a un appel au marché pour 235 nouveaux bus, c'est une nouvelle commande. Ouais. Mais là, on entend déjà Pascal Smet dire si ce n'est pas des bus électriques, on reviendra au diesel. Ouais. Et là, ça par contre, c'est totalement inacceptable. Rudy Verwoerd, qui est à votre place hier, dit non, c'était bien un appel pour des bus électriques. Donc oui, j'ai bien entendu, mais le problème, c'est que Pascal Smet dit le lendemain, Rudy Verwoerd dit ici, on ne fera pas appel au privé pour construire le métro. Pascal Smet dit le lendemain dans l'écho, si, on fera peut-être bien appel au privé pour construire le métro. Alors, je me demande un peu qui dirige ce gouvernement. Parce que manifestement, c'est difficile de savoir ce que va faire effectivement le gouvernement. Donc il y a des dissensions dans la majorité. En tout cas, il y a un manque de clarté. Hein. Ouais. Est-ce que vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de la hausse du précompte immobilier ou de ceux qui se réjouissent de voir l'impôt des personnes physiques baisser ? Je pense que faire passer moins d'impôts sur le travail vers plus d'impôts sur le capital immobilier, c'est une bonne chose. Donc là, bon point pour la majorité, même si vous n'en faites plus partie. Bon point pour la majorité. Ouais. Ce qui nous inquiète, c'est quelles répercussions sur les prix des loyers. Parce que comme en même temps la majorité ne se saisit pas d'un autre outil qui est là, qui est la régulation des loyers, eh bien on a peur que ce soit répercuté sur les loyers. Ça veut dire qu'il faudrait bloquer le prix des loyers ou l'encadrer ? Ça veut dire qu'il faudrait l'encadrer, donc soutenir les bons propriétaires qui offrent des loyers décents et décourager ceux qui font flamber les prix, parce que les Bruxellois, la majorité des Bruxellois, sont locataires. Et c'est une des difficultés à l'heure actuelle. Pourquoi de plus en plus de familles quittent Bruxelles ? Parce que quand vous avez besoin d'un 3 chambres, trouver un loyer correct sur Bruxelles, ça devient impossible. Ça veut dire que la réforme fiscale du gouvernement bruxellois, elle trouve grâce aux yeux des colos. Mais il y a un autre aspect qui pour moi pose vraiment problème, c'est dans la réduction de cet impôt sur le travail, c'est linéaire, c'est moins 1 et puis moins 1,5%. Ouais. Mais ça veut dire que celui qui gagne 10 000 euros aura droit à 2 euros de réduction d'impôt la première année, alors que celui qui en gagne 100 000 va gagner 440 euros par an. Il aurait fallu moduler en fonction des revenus. Il aurait fallu rendre plus de justice. J'entendais justement Rudy Verwoerd chez vous hier qui disait plus de justice fiscale. C'est exactement le contraire. 2 euros de cadeaux pour les pauvres, 440 euros de cadeaux pour les riches. Ça ne va pas. Ouais. Il fallait utiliser cet outil pour faire plus de justice fiscale. C'est peut-être la mesure la plus simple et la plus facile à expliquer aussi. Ah, c'est la plus simple, la plus facile, mais c'est aussi la plus injuste. Ouais. Les propriétaires occupants qui vont recevoir une prime de 120 euros pour compenser la hausse du précompte immobilier, ils vont s'y retrouver ou ça va être compliqué ? Je pense que tout dépend quelles sont les modalités pratiques pour le faire. S'il faut remplir des demandes de primes et autres, on sait que cette solution très bureaucratique fait qu'il n'y a que quelques propriétaires bien informés qui vont en profiter. Si c'est un système automatique, eh bien, c'est une façon intelligente de faire que les propriétaires occupants ne subissent pas trop fort la hausse du précompte immobilier. Le gros problème, c'est qu'on reste dans le système du précompte immobilier qui est assez injuste, puisque les revenus cadastraux n'ont pas été adaptés depuis
des lunes. Et donc, dans la même rue, des appartements identiques payent des revenus cadastraux différents. Et ça, c'est assez injuste. Alors, quand on fait grève, est-ce qu'on a le droit de bloquer une autoroute ? Mais moi, j'étais un peu étonnée je dirais, de l'énervement qui s'est produit là-dessus. Parce que, revoyons les choses, je dirais, un peu plus large. Qu'est-ce qui se passe ? On est face à un gouvernement qui, à l'heure actuelle, dit « Ah, vous voulez, aux employeurs, vous voulez une baisse de réduction des cotisations pour pouvoir engager OK. Vous ne voulez pas qu'on vous oblige à engager en échange de cette baisse de réduction? OK. Et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais les employeurs n'ont plus aucun intérêt à se mettre autour de la table avec les représentants des travailleurs. La concertation sociale n'est plus le lieu où on décide. Est vraiment complètement atomisée par le comportement de ce gouvernement. Et donc, on assiste à des travailleurs qui disent « Et là, on est en train de bafouer toute une série d'éléments qui étaient importants pour nous. On n'arrive plus à se mettre autour de la table et avoir des vraies discussions parce que le gouvernement casse systématiquement la négociation et on essaye de se faire entendre. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'il est légitime pour des syndicalistes ou pour des grévistes de mener des actions où on bloque une autoroute, où on met le feu, où on dégrade du mobilier urbain? Moi, je déteste qu'on dégrade tout ce qui est public. Quand on colle un chewing-gum dans le métro, ça m'énerve déjà. Mais je suis étonnée que parfois on fasse plus d'affaires sur 2 mètres carrés de macadam brûlés par rapport à quelqu'un qui fraude 1 million d'euros, alors que c'est beaucoup plus dommageable pour la collectivité. Donc je voudrais dire, oui, il y a des règles, oui, ces règles sont pour tout le monde, mais attention de ne pas se laisser emporter parfois dans des, je dirais, dans des excitations. Est-ce que Marc Goblet aurait dû rappeler les grévistes de Liège, parce que c'est d'eux dont on parle, à l'ordre? Je pense que Marc Goblet essaye à l'heure actuelle en même temps de créer un rapport de force et donc de dire aux travailleurs, on a besoin de vous parce qu'à l'heure actuelle, c'est vous qui payez l'addition, c'est vous qui avez perdu l'index, qui avez perdu 2% et qui ne les retrouverez jamais parce que ces 2%, c'est perdu ad vitam aeternam. Et il essaye de les mobiliser. Quand on mobilise les gens, ce n'est pas toujours facile de leur dire, voilà, vous allez être mobilisés, mais c'est uniquement la manifestation de Nord-Midi. Et en plus, on voit que ce n'est pas très efficace. Ouais, vous y étiez à la dernière manifestation de Nord-Midi? J'étais à la dernière manifestation et on l'a bien vu, il y avait vraiment énormément de gens qui sont venus malgré le découragement. Ouais. Est-ce que ça a vraiment du sens, Zoé Genot, de continuer à manifester quand on voit que mois après mois, les décisions passent quand même, que le Parlement, qui est démocratiquement élu et qui dispose d'une majorité, vote les lois et que la concertation sociale continue malgré tout à avancer et que patrons et syndicats se parlent? Mais ce qui est très perturbant, c'est qu'il n'y a pas de majorité du côté francophone. Et donc on est en train d'avancer avec toute une série de mesures qui ne sont pas soutenues par une majorité de francophones. Et Charles Michel fait comme si on s'en fichait de l'avis de la majorité des francophones. Donc les syndicats ont raison d'aller dans la rue. On a beau marcher, ça ne fonctionne pas. Et donc je comprends qu'à un moment, certains syndicats se disent mais voilà, il faut bloquer l'économie, il faut faire grève pour qu'enfin on nous écoute. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, la grève dans les transports en commun, moi, la défense du rail, je trouve vraiment que c'est un objectif important. On ne peut pas demander aux gens « prenez plus le train » et en même temps voir que Jacqueline Galland nous propose un nouveau plan du rail qui fait que pour aller à Liège, ça va prendre encore 10 minutes de plus. C'est inacceptable à notre époque. Alors, puisque vous parlez de Jacqueline Galland, est-ce que suspendre la route du canal, comme le suggèrent 5 bourgmestres libéraux de la région bruxelloise, c'est une bonne idée? Je pense que c'est 5 bourgmestres et maires qui essayent un peu de ramer en panique. Ouais. Ils lancent cet appel ce matin dans la Libre Belgique. Leur ministre et maire renvoient les avions sur Bruxelles et je comprends qu'ils essayent de se reblanchir. Mais je suis un peu inquiète parce que donc Céline Frémaux, ministre de l'Environnement, est venue au Parlement vendredi pour nous expliquer un peu les projets de la région bruxelloise en la matière. On a eu droit à énormément de beaux tableaux pour nous expliquer la situation sur le terrain. Tableaux qui expliquent qu'il y a beaucoup d'infractions et que donc il y aura beaucoup de poursuites. Mais ça, on aurait pu le dire parce qu'il suffit de discuter avec les gens pour le savoir. Mais il n'y a pas de véritable stratégie pour arriver à ce que l'aéroport ne continue pas son expansion. On n'entend parler que de nouvelles compagnies comme DHL qui font principalement des vols de nuit essayent de s'installer à Zaventem. C'est bien le fédéral. Je suis bien d'accord, mais quelle est la stratégie claire de la région pour se faire entendre, pour qu'on mette des limitations à la nuit, on mette véritablement un plan en œuvre qui fait qu'on ne survole pas les zones les plus densément peuplées et qu'on ne développe pas cet aéroport comme un aéroport de nuit. C'est pas possible. Et le gouvernement bruxellois ou le Parlement bruxellois où vous siégez a les moyens de faire pression sur le fédéral ou la séparation des pouvoirs fait que c'est perdu d'avance? C'est de plus en plus compliqué, mais dans une série de dossiers, c'est le fédéral qui est demandeur. Donc à un moment, je pense qu'il faut aussi dire au fédéral, vous êtes demandeur dans tel et tel dossier, nous sommes demandeurs dans tel et tel autre dossier, mettons-nous autour de la table. Mais pour ça, il faut une véritable stratégie. Et c'est de ça qu'on manque au niveau de la région bruxelloise. Alors jeudi, déclaration de Rudy Vervoort devant le Parlement bruxellois. Vendredi, les débats. Ça va être quoi l'attitude d'écolo? C'est de dire non, tout est mauvais ou oui, ça c'est bon, on prend et ça vous devez corriger? Mais donc nous, c'est toujours, voilà les propositions, voilà ce qu'on aurait voulu voir. Et notre vraiment manque ici, c'est de dire
Il y a 2 oubliés en région bruxelloise, ce sont l'environnement. Il n'y a plus de problème d'environnement, de climat. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a une carte blanche de médecins qui disent qu'il y a 635 morts en trop en région bruxelloise. Ouais, c'était dans la déclaration de politique gouvernementale, ce n'est pas forcément répété chaque année. Mais là, il n'y a rien au niveau du budget. Rien au niveau du budget, aucun effort fait en matière d'environnement. Et l'autre grand oublié, et là je pense que ça va aussi péter à un moment ou à un autre, on a 30% de Bruxellois qui sont en risque de précarité ou franchement précaires. Qu'est-ce qu'on leur consacre ? Il faudrait aider les personnes âgées qui rentrent de l'hôpital. Il faudrait s'occuper des enfants qui vont dans les écoles de devoirs. On a oublié le social, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Au niveau des SDF, on a besoin de places en plus pour véritablement faire une réinsertion dans rien. Et ça, c'est inacceptable. Merci Zoé Chonneau d'avoir été dans l'interview. Demain, c'est Vincent De Wolf, chef de groupe du Mouvement Réformateur, qui sera notre invité à demain.